Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Cameroun. Le dossier du jour s'intéressera à la formation des jeunes au métier de l'agriculture. Et au sommaire également de cette émission, après l'échec du coup d'État au Burundi, les opposants au président Pierre Nkurunziza ne décolèrent pas et sont toujours dans les rues pour contrer un troisième mandat du président. Au Burkina Faso, les partis sankaristes ont désigné l'avocat maître Bénévendé Stanislas Sankara comme candidat unique de la mouvance à la prochaine élection présidentielle. Ce sera au mois d'octobre de cette année. Et la lutte contre le braconnage s'intensifie au Kenya. Pour combattre ce fléau, les autorités ont inauguré un laboratoire médico-légal. Et puis en Tunisie, les énergies renouvelables sont au cœur du programme de développement du pays. Sachez qu'en Tunisie, 6% de la production électrique est assurée par l'énergie éolienne. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et Malik. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Cinq jours après le putsch avorté au Burundi, la tension est toujours aussi palpable dans le pays alors que la communauté internationale s'inquiète du sort des journalistes et de l'opposition. Ce lundi, de petits groupes de manifestants sont descendus dans les rues de Bujumbura, la capitale, pour protester de nouveau contre un troisième mandat du président. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Nkurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme Rema FM, comme Isanganiro, Bonesha et RPA, ils ont été détruits. La semaine passée. Donc pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être, ce serait difficile parce qu'ils n'ont pas vraiment des équipements. Les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier. La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rugurika, a affirmé ce lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. Vendredi passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une trêve qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakabiga et Chibitoke. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives prévues le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. Alors Malik, on vient de le voir dans le sujet, la communauté internationale s'inquiète du sort qui sera réservé aux journalistes qui ont relayé l'info du coup d'État. L'un d'eux est d'ailleurs en exil. Est-ce que c'est une inquiétude qui est justifiée ? Une inquiétude injustifiée, décidément, parce que nous n'avons très peu pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe actuellement au Burundi, notamment le sort des journalistes et notamment ceux qui travaillent dans les instances privées, les radios privées notamment. Oui, c'est une situation qui est très inquiétante. La communauté internationale, bien sûr, se préoccupe de cela. Maintenant, quels sont les mécanismes qui vont être utilisés pour protéger, je dirais, ces journalistes d'une possible répression, parce que le pouvoir a été ébranlé, le pouvoir doit se ressaisir, le pouvoir doit rester. C'est du moins l'intention de Pierre Nkurunziza. Il n'a visiblement pas l'intention de se retirer, malgré la promesse qui a été faite lors des accords d'Arusha en 2003. Situation très inquiétante. J'espère que la communauté internationale saura se ressaisir et mettre les mécanismes adéquats pour éviter une éventuelle répression. Alfred, est-ce qu'aujourd'hui le Burundi est dans une crise politique que l'on peut qualifier de très grave ?
J'allais dire, Amira, c'est une crise politique habituelle au Burundi depuis un certain temps. C'est un pays qui est traversé justement par la crise permanente du leadership politique, du pouvoir politique. Et on voit que Pierre Nkurunziza s'accroche vraiment au pouvoir. Avant lui, Buyoya, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. On l'a entendu d'ailleurs dire à Nkurunziza de faire le bon choix pour le Burundi. Or, il a l'air de s'accrocher, au fond, de faire comme si de rien n'était. Vous voyez, il revient d'un sommet qui a avorté en Tanzanie. Et puis il fait comme s'il n'y a rien eu. Bien sûr, il a limogé quelques ministres, mais il reprend les choses comme, voilà, question de dire, au fond, de défier à la fois ses pairs de la région, puisqu'il y a des mécanismes qui existent dans la région. On sait très bien que pour qu'on arrive aux accords de 2002, Nelson Mandela s'était impliqué beaucoup, puis Jacob Zuma, les chefs d'État de l'Est, aussi beaucoup pour le raisonner. Or, on a l'impression qu'il n'a tiré aucune leçon de ce qui vient de se passer. Et là, la traque des opposants, mais des journalistes qui ont fait leur travail, qui ont relayé l'information au moment où elle est sortie, se retrouve dans le collimateur. Mais je pense qu'il continue justement dans l'erreur, il continue à s'entêter, mais d'une manière ou d'une autre, ça finira mal pour lui. Mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Alors c'est à qui d'intervenir aujourd'hui justement pour garantir un scrutin apaisé ? Là d'abord, c'est au Burundais que revient la première responsabilité. Ensuite, il y a la région de l'Est. Ses pairs de la région de l'Est qui sont très agacés, puisque nous ne le répéterons jamais assez, il y a près de 200 000 Burundais qui sont exilés au Rwanda, en Tanzanie et en RD Congo. C'est un poids supplémentaire justement pour ces pays-là. Donc les pays du front doivent constituer aussi, continuer à faire pression. Ensuite, il y a l'Union africaine. Elle ne doit pas continuer à être absente, même si on l'a entendu de manière assez timide, prendre position. Et puis il y a les Nations Unies aussi, qui doivent, comment je dirais, appuyer les initiatives à la fois de l'Union africaine et de la région de l'Est. Jean-Marie, on peut craindre de nouveaux débordements ? On peut craindre de nouveaux débordements parce qu'il y a pas mal de questionnements là-dessus. L'environnement politique est tellement devenu instable, tout simplement pourquoi ? Parce que le président de la République ne veut pas comprendre qu'il va dans une mauvaise voie. Comme Alfred vient de le rappeler, il agit comme si, c'est-à-dire le point focal qui est la question du troisième mandat. On n'en parle plus aujourd'hui, donc je pense que pour lui, il se dit que la tentative de coup d'État qui a avorté, pour lui, ça leur renforce dans son esprit. Donc selon vous, Jean-Marie, sa candidature n'est pas légitime parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a l'opposition qui estime qu'il viole les accords d'Arusha et la Constitution, mais selon le président, son premier mandat ne peut pas être pris en compte parce qu'il a été désigné par le Parlement et pas élu. Est-ce que c'est quelque chose qui se tient ? Mais non, c'est le nombre de mandats qui compte. C'est vrai que, on en a déjà parlé sur ce plateau, Amira. J'ai dit que, de mon point de vue, l'interprétation de la règle constitutionnelle, pour moi, c'est du juridisme. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce le mode de scrutin qui a été opéré pour pouvoir élire le président de la République ou le nombre de mandats qu'il effectue? C'est là qu'il faut qu'on vienne se mettre d'accord. Pour nous, on le sait tous, on en parle régulièrement sur ce plateau. La chose la plus importante, c'est le nombre de mandats. Ce n'est pas le mode d'élection qui a été mis en place. Donc, si on part de ce point de vue-là, je pense que le président burundais, il est vraiment dans l'erreur, tout simplement pourquoi Alfred a rappelé l'essentiel. Tout l'essentiel, c'est quoi? C'est que la communauté internationale est contre lui. Au cas même où il serait élu, par rapport au peuple burundais, comme Alfred vient de le souligner, qu'adviendra-t-il, si vous voulez, du Burundi par la suite? Parce que le Burundi, ce n'est pas un pays qui est aussi autonome que ça économiquement. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui ne regarde pas son peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va advenir après? Il est là dans une stratégie de la terre brûlée. Soit vous faites avec moi, soit vous faites sans moi. Mais malheureusement, c'est le peuple qui en prendra toutes les conséquences qui en découleront. Et au Burkina Faso, les partis sankaristes ont tenu les 16 et 17 mai leur convention en présence de Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. À l'issue de la rencontre, c'est l'avocat maître Benevende Stanislas Sankara, d'ailleurs, qui n'a aucun lien de parenté avec Thomas Sankara, il faut le rappeler, qui a été désigné comme candidat unique de la mouvance à la prochaine élection présidentielle et qui aura lieu en octobre 2015. Aminata Diak.
Au Burkina Faso, les partis et associations sankaristes ont tenu les 16 et 17 mai leur convention. Lors de cette rencontre, les 9 formations composant le mouvement ont désigné l'avocat Maître Benewende Sankara comme leur candidat à la présidentielle d'octobre 2015, en présence de Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara. Le candidat promet la victoire de la coalition aux militants. L'insurrection ne sera pas trahie, l'insurrection ne sera pas volée. C'est cet engagement que nous tenons très sincèrement à respecter. Je dois aussi dire que c'est une charge émotionnelle qui pèse désormais sur nos épaules. La prochaine étape, c'est aller au charbon et réaliser ce que nous avons promis à nos militants. Apporter la victoire, rien que la victoire, le soir du 11 octobre 2015. Pour certains observateurs, l'avocat burkinabé, figure emblématique de l'opposition, pourrait être un bon candidat pour les sankaristes au regard de son expérience. Benewende Sankara incarne réellement cette opposition. Il a lutté depuis longtemps contre le pouvoir de Blaise Compaoré, et constituait l'une des figures marquantes justement de l'opposition républicaine burkinabé. Et je pense que pour cette coalition des sankaristes, c'est un élément de poids, un élément de taille. Maître Benewende Sankara a été 2 fois candidat malheureux au présidentiel de 2005 et 2010 face à l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré. Les participants à la convention se sont engagés à payer la caution de leur candidat qui s'élève à 25 millions de francs CFA. Jean-Marie, on vient d'écouter l'avis d'Alfred quant à la candidature de Maître Benewende Stanislas Sankara à la prochaine élection présidentielle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je pense que dès l'instant que vous avez... je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus. C'est un candidat qui a été désigné comme par l'ensemble de l'opposition. Oui. Donc c'est déjà une chose qui est relativement satisfaisante dans la mesure où, pour une fois, on voit une opposition qui va unie aux élections. Et ça, c'est rare en Afrique. Et j'ai toujours, comment dirais-je, parlé de cette... comment dirais-je, de ce pragmatisme-là des Burkinabés, qui est relativement, depuis que Sankara est parti, vous voyez, bon, les choses ne se sont pas empirées. Au contraire, c'est-à-dire bon, la population et les responsables politiques ont tout fait pour garder l'environnement stable. Et maintenant, le choix qui est opéré par rapport à un leader de l'opposition dont tout le monde reconnaît les compétences, tout le monde reconnaît la qualité de pouvoir diriger le pays, pour moi, c'est une très très bonne chose pour le Burkina Faso, dans la mesure où le pays, il a besoin d'être relancé. Heureusement qu'il n'y a pas eu une très très grande déstabilisation par rapport aux craintes qu'on aurait pu avoir, si tu veux, Amira, à un certain moment. Donc on est passé là-dessus, la figure de l'opposition, étant donné que c'est une figure qui est représentative, je pense que ça contribuera aussi, si vous voulez, au niveau global du pays, de pouvoir assurer tout le monde. Et je pense que c'est une candidature qui est la bienvenue parce qu'elle fait l'unanimité dès le départ. Oui, Malik, comme l'a bien soulevé Jean-Marie, ce sont les 9 partis sankaristes qui ont désigné Benewende Stanislas Sankara comme candidat unique. Ça veut véritablement dire aujourd'hui que les partis sankaristes ne vont pas se dessouder, parce qu'on sait très bien, à l'époque de Blaise Compaoré, il y a eu quand même quelques conflits à l'intérieur même de ce parti. Il y a eu des dissensions par le passé. Maintenant, il y a une figure qui fait l'unanimité. Comme Jean-Marie, je salue cette unanimité. Maintenant, bien évidemment, cette unanimité ne va pas durer dans le temps. Pas forcément, parce que vous savez qu'après l'élection présidentielle, si le leader qui a été désigné est élu président de la République, si sa politique ne convient pas à tout le monde, bien évidemment, il y aura des dissensions. Ça arrive souvent en Afrique. Mais je pense que l'unanimité de l'opposition, pour permettre l'alternance politique au Burkina Faso, c'est une bonne chose. Le pays en a grandement besoin. Moi, je salue cette candidature parce qu'on sait le rôle qu'a joué M. Sankara dans plusieurs causes. Il avait des causes chevilles au corps et malgré justement l'autoritarisme du pouvoir de Blaise Compaoré, il a quand même poursuivi une lutte pour la promotion des droits démocratiques et justement permettre à cette société civile de s'exprimer un peu plus fort, ce qui manquait pendant ces années-là. Alors Alfred, on salue beaucoup ici autour de ce plateau la transition pacifique qui a lieu actuellement au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire que le pays est prêt pour les élections du 11 octobre ? Je pense qu'effectivement, les Burkinabés se sont préparés sérieusement justement à cette élection-là. Depuis bien longtemps, depuis même avant la chute du beau Blaise Compaoré.
Et donc, il reste à les accompagner, c'est-à-dire à mobiliser les moyens financiers, parce que c'est ça le nerf de la guerre, pour permettre au gouvernement de transition de respecter justement ses engagements et de bien préparer les élections, les équipes de la commission électorale, et puis les urnes, et puis j'allais dire l'enrôlement des électeurs, etc. Donc, ça, c'est la tâche à laquelle ce gouvernement doit se livrer maintenant pour que, en octobre prochain, les choses se déroulent comme il se doit. Et de toute façon, on est un peu dans le cas ici de cette coalition des sankaristes, dans ce qui s'est passé au Sénégal. Qu'on se souvienne, effectivement, sans cette coalition, Macky Sall ne serait pas peut-être président du Sénégal aujourd'hui. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.